Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Pour vos 50 ans de carrière, vous allez recevoir des applaudissements en cascade, avec un spectacle évoquant une passion qui demeure votre cheval de bataille. Bonjour Mario Loruaci. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes le cascadeur, le dresseur de chevaux mythique que le cinéma, le théâtre et les spectacles ont vu vivre pendant 50 ans. Et là, vous avez imaginé pour vos 50 ans de carrière, Fascination, un grand spectacle équestre dont on va reparler tout à l'heure, mais après avoir parlé de votre vie, puisque c'est le principe des clés d'une vie. Alors, j'ai trouvé des dates se rapportant à votre carrière, et la première que j'ai trouvée, Mario Loruaci, c'est le 23 avril 1966. Pour la première fois à la télévision, on aperçoit la vallée des Peaux-Rouges. C'est le premier reportage. Et je crois que la vallée des Peaux-Rouges est un beau souvenir pour vous. La vallée des Peaux-Rouges, c'était mon retour d'Espagne. C'était rendre hommage à un grand bonhomme qui s'appelait Robert Mothurin. Voilà. Mais en 66, vous avez 18 ans et vous travaillez déjà dans cet endroit. J'ai 19 ans, 19 exactement, ans, parce que je suis né en 47, et je travaillais déjà, j'ai participé à la construction complètement de la vallée des Peaux-Rouges. Qui était un truc fou au départ. Qui était un truc totalement fou, parce que d'abord, il n'y avait pas un centime, il y avait très peu d'argent, et Robert Mothurin avait imaginé une chose incroyable, c'est en fin de compte, il a fabriqué le squelette de la ville, avec des bouts de bois qu'on est allé acheter avec le peu d'argent qu'il avait, on est allé acheter ça, et il a convoqué tous les journalistes de l'Oise, pour expliquer que on allait construire un parc d'attraction. C'était le deuxième parc d'attraction en Europe. Oui. Un premier, c'était la mer de sable de Jean Richard. Et là, il y avait effectivement un village. Il y avait un village western, un village d'Indiens. Il y avait tout ce qu'on peut imaginer, parce que c'était la passion justement des Français pour les Indiens et pour les cow-boys. C'était une grande période. Je pense que cette passion s'est jamais éteinte d'ailleurs. Actuellement, elle n'est pas au goût du jour, mais elle reviendra comme toujours, parce que c'est quand même une passion saine. Et vous viviez sous un tipi, vous étiez habillé comme un Indien à l'époque. Totalement. J'ai vécu comme un Indien, réellement. J'ai un petit peu braconné, que les gardes forestiers me pardonnent, mais j'ai vraiment vécu comme un Indien pendant 3 ans, carrément. Alors, effectivement, cette vallée des Peaux-Rouges, toute une génération la connaît, grâce au journal Pilote, qui en parlait régulièrement. Il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Fronval, spécialiste de l'histoire de l'Ouest, qui était ami des petits-fils de Geronimo et Sitting Bull, ami de John Ford. Et qui a reçu John Ford, d'ailleurs, pour les Cheyennes. Voilà. On a fait l'inauguration. Voilà, et donc il était présent, et c'est grâce à lui que tous les enfants ont connu la vallée des Peaux-Rouges. La vallée des Peaux-Rouges, oui, exceptionnel. Alors, vous, les Indiens, ça vous a toujours fasciné, Mario Loruaci? Ça m'a fasciné à partir de l'âge de 13 ans. Et j'ai voulu en savoir plus. C'est étonnamment une phrase de Custer qui m'a interpellé, qui disait, lorsqu'on attaque un camp indien où on tue hommes, femmes et enfants, on appelle ça une grande victoire. Et lorsque les Indiens attaquent un fort militaire, on appelle ça un massacre. Je me suis dit, c'est quand même très bizarre qu'un gars comme Custer dise une chose pareille. En voulant en savoir plus, j'ai acheté le livre de René Thévenin et Paul Cause. D'ailleurs, après que Paul Cause est devenu un ami à moi également, avec le temps. Et j'ai connu Joe Hamann, j'ai connu toute cette génération de gens qui ont connu Buffalo Bill. Voilà. Et en même temps, vous êtes un passionné de western, vous avez bouffé du western pendant les années de jeunesse. Absolument, ma mère était une fanatique complète de John Wayne et de tous les grands westerns. Et donc, j'ai été nourri au western depuis l'Italie avant d'émigrer en France. Vous savez que ce village des Peaux-Rouges, il y a un jeune cavalier qui joue les cow-boys à cheval juste pour une séquence. Il s'est pris de passion, et c'est Maxime Le Forestier. C'est comme ça qu'il a commencé. Tout à fait, ouais, tout à fait. D'ailleurs, on lui a vendu, un ami à moi lui a vendu des chevaux beaucoup plus tard quand j'étais installé c'était devenu un élève de Nino Oliveira. Alors, il y a un film, bien sûr, qui est considéré comme le classique des classiques. Dans le classement des films westerns des années 50, il arrive en première place, c'est celui-ci. Purple line in the canyon. Rio Bravo, c'est le chef-d'œuvre. Le Must du Must. Et vous l'avez vu plusieurs fois, parce que j'ai dû le voir une quinzaine de fois. Et celui qui en parle aussi avec beaucoup d'émotion, c'est Quentin Tarantino, qui considère que c'est le plus beau film de sa vie. Et il y a une référence à Rio Bravo dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Ah oui, c'est étonnant. Je savais pas ça. Alors, vous passez votre jeunesse donc dans les cinémas, à voir des films, mais en même temps, le monde du cheval, ça vous fascine aussi. Mais votre père, qui est maçon, n'est pas du tout d'accord avec vous, Mario Loruaci. Non, parce que c'est l'époque où les gens ne considéraient pas qu'un métier d'artiste était un métier. Ils considéraient qu'on était des saltimbanques et qu'on faisait mumuse. Et qu'en réalité, c'est un vrai métier de travail. Et donc, mon père m'a dit diplôme contre liberté.
J'ai passé à toute vitesse les diplômes, en m'inscrivant même à des cours du soir pour pouvoir passer le diplôme d'après, en ajoutant le prénom de mon frère. Donc ça passait 2 fois. Et il y a quelqu'un qui vous a beaucoup aidé parce que les centres d'éducation étaient assez fermés, c'est Alexis Grus senior aussi, Mario Oui, Loraci. tout à fait. J'ai eu la chance exceptionnelle de travailler avec la famille Grus, avec également... maintenant, je connais Alexis qui est devenu senior, Oui. puisque c'est le dernier qui reste vraiment d'Alexis, je dirais, et Lucien Grus, qui était son fils. Et c'est vraiment des gens avec qui j'ai délicatement et sympathiquement volé beaucoup de choses dans la technique. Oui, il faut savoir qu'Alexis Grus est en ce moment à Paris avec ses Folies Grus et que l'autre jour sur la scène, sur la piste, il a présenté son dernier petit-fils qui a Oscar 2 mois et qui est donc le début de la 7e génération des Grus. C'est extraordinaire. C'est hein. fabuleux. Et le cirque, pour vous, c'était la base de tout? Non. Étonnamment, c'est l'Espagne, ma base de tout, de mon premier travail, Oui. vraiment. Et après, j'ai totalement occulté le travail d'Espagne. Il vous reste toujours des bonnes choses agréables, et surtout l'approche dans le cheval. Et après, j'étais dans la partie western complètement. En Espagne, vous avez connu 2 professeurs, Paco Yanez et Luis Valencia. Non, Luis Valencia n'a jamais été mon professeur. Ah bon, c'est pas C'est marqué, c'est Paco Yanez qui a Ouais. été mon professeur. Luis Valencia a été un élève en fin de compte avec moi. D'accord. Et Paco Yanez, c'était un... C'était un homme qui dressait les chevaux pour la famille, Une famille espagnole. espagnole très connue qui est Alvaro Domecq. Et donc, vous avez à ce moment-là décidé que le dressage serait votre vie. J'ai décidé que le cheval serait ma vie. Eh bien, ça s'est réussi, c'est ce qui s'est passé. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 20 septembre 2006. A tout de suite sur Sud Radio avec Mario Loraci. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Mario Loraci. Fascination, un grand spectacle équestre, on va en reparler tout à l'heure, c'est votre rentrée pour vos 50 ans de carrière. Il y a eu quelque chose qui s'est passé le 20 septembre 2006 au Stade de France, la première d'un spectacle cher à votre cœur, un spectacle géant, Ben-Hur. Ben-Hur, c'était un rêve, et ça a été une rencontre incroyable sur le film Les Misérables, vraiment. Robert Hossein. De Robert Hossein, et ça a été une rencontre fantastique parce qu'en fin de compte, après avoir réussi une très belle cascade que tout le monde disait que ça n'était pas possible à faire, et je lui avais dit, moi je vais essayer, je vais vous la faire, et Robert était tellement content qu'il m'invite à déjeuner le midi après qu'on ait fait cette cascade, et il me dit, tu sais garçon, avec sa bonhomie étonnante et sa voix qui vous enchante et qui vous transporte, j'ai un grand rêve dans ma vie. Et je lui dis, quoi donc? Je voudrais faire Ben-Hur. Et je lui ai dit, j'ai exactement le même rêve que vous, que ce soit au cinéma ou que ce soit en spectacle. En fait, il y avait eu un spectacle déjà de cirque Ben-Hur en 1959. Par les Grusses, oui. Par les Grusses, le Grand Cirque de France. Ça avait duré 3 ans. Ça avait été un immense succès. Oui, ça avait beaucoup marché, beaucoup fonctionné. Et c'était sponsorisé par Jean Richard à l'époque. Exactement. C'était Pantin. Exactement. Alors, vous avez donc dû reconstituer au Stade de France la course de chars, ce qui n'est pas un petit morceau, n'est-ce pas, Mario On a Loraci? tout reconstitué, surtout reconstitué toutes les cascades. Parce que sans vouloir minimiser le Ben-Hur d'Alexis Grus, ils étaient attelés à 2 chevaux et nous on était vraiment attelés avec un quadrige, avec 4 chevaux. Et nous avons refait la totalité des cascades que l'on voit dans Ben-Hur. Le saut, le char qui se décroche, le gars Messala qui est tiré par les 4 chevaux et qui risque de se faire piétiner par les autres. On a refait vraiment toutes les cascades. Mais c'est de la folie, c'est un travail de précision. La moindre erreur est fatale dans ces cas-là, Mario Loraci. C'est là où c'était très très dur à régler, et donc on a, grâce à un gars comme De Métro qui nous a fabriqué des chars sur mesure qui permettaient vraiment de casser au bon moment, au bon endroit, et puis après un entraînement, on s'est préparé presque pendant 7-8 mois. Oui, et moi je me souviens, le soir de la dernière, on devait venir habiller en romain, et tout le RER était plein de gens habillés en romain, ce qui surprenait tout le monde. Ouais, c'était assez génial ça. Ça aurait pu durer plus longtemps, parce que au Stade de France, ça a été un immense tabac. Oui, ça a fait 298 000 entrées, Oui. qui est quand même assez extraordinaire, et on l'a refait en Australie. Donc nous avons refait ça en Australie. Et d'ailleurs, il faut quand même dire merci aux gens du Stade de France, parce que c'est quand même eux qui ont financé, préparé. Bien sûr, il y a le talent de Robert, tout était basé sur le talent de Robert et sur ma participation dans laquelle... Parce que la course de chars, c'est quand même le numéro très très fort de Ben-Hur. Et je dois dire que rentrer dans un stade avec 65 000 personnes
qui applaudissent et qui envoient des tas de photos. Vous voyez d'un seul coup une quantité de flashs qui s'allument et tout. C'est extraordinaire, avec la musique du père de Robert, qui étrangement avait écrit Hossein, ça, avait écrit cette musique faite pour Bénur. On aurait vraiment cru la musique de Bénur complète et s'adapter à merveille. Et ça vous donne une impression, vous avez une adrénaline monstrueuse, mais monstrueuse. Alors, il y a eu Ben-Hur, et vous parlez des Misérables. Le cinéma, ça a joué un rôle considérable dans votre carrière, Mario Loraci, et ça a commencé avec ce film. La folie des grandeurs. La folie des grandeurs sont vos débuts de cascadeur au cinéma dans le film de Gérard Houry. Honnêtement, non. Ah bon? Non, ça a été. Je suis allé sur la folie. C'est ma première rencontre avec Louis de Funès. Voilà. Mais je suis allé sur la folie des grandeurs pour apporter carrosse. En réalité, j'avais pas de cascade à faire spéciale. Et après, ça s'est fait parce que vous aviez un réronéador très connu qui était cascadeur là-dessus et qui voulait partir faire une corrida et m'a laissé le cheval alezan. Et c'est comme ça que vous avez commencé sur ce film qui s'appelait au départ non pas La folie des grandeurs, mais Les sombres héros. Ouais. Et il y avait une fille, la comédienne Karine Schubert, ça a été un de ses derniers rôles dans un grand film. Après, elle s'est tournée vers les films X dans un genre très différent. Ah, j'ai pas eu le plaisir de voir ça. Et non. Mais alors, donc, c'était des cascades à chaque fois très importantes parce que le cinéma, vous avez fait près de 500 films, je crois. Ouais, 543. 543. Comment on fait des cascades au cinéma 543 fois sans avoir le moindre problème? Et comment se renouvelle-t-on surtout, Mario Loraci? C'est toujours, en réalité, c'est pas moi qui me renouvelle, hein, c'est l'histoire, c'est le scénario qui apporte à chaque fois quelque chose de nouveau. Et en plus, je suis pas tout seul, hein, j'ai une équipe. Donc, il y a beaucoup de films où moi, j'ai pas fait réellement une cascade, mais j'ai fait le film, puisque c'est toute mon équipe qui a fait ça. Et je rends hommage à mon équipe parce que je suis entouré de cascadeurs quand même d'un très très bon niveau, souvent que j'ai formé. Oui, mais il faut une précision totale. Là aussi, à l'écran, il faut s'adapter au scénario, au décor. Tout à fait, mais ça c'est l'avantage. C'est une chose par exemple que j'ai appris énormément avec Marcel Camus, qui m'a emmené faire un film avec un monsieur qui s'appelait Pierre Brice et qui était une immense star en Allemagne, qui faisait Winnetou avec Old Shatterhand, mais qui était pas connu du tout en France. En France, personne ne savait qui était Pierre Brice. Et on a fait avec un monsieur qui s'appelait Canelo, qui avait produit un feuilleton, en fin de compte, avec plus de 6 épisodes. Nous avons tourné au Mexique, à Durango, où j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, géniale, de rencontrer Burt Lancaster et de faire un film avec lui. Et donc, là, j'ai appris avec un monsieur dont je rends hommage, qui est mort malheureusement l'année dernière, Max Pantera, qui m'a appris tout ce qui était caméra. Parce que des fois, je comprenais pas, parce que je prenais des risques énormes sur une cascade, qui était très compliquée. J'allais aux roches, on allait à la projection, et je trouvais que c'était très moyen, comme on ne vous sentait pas le risque. Et une autre fois, je faisais une cascade très normale, et d'un seul coup, on avait l'impression que je venais de décoiffer tous les coiffeurs du monde, quoi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne comprenais pas. Et j'en avais discuté à ce moment-là, parce qu'on est resté 7 mois au Mexique. Alors, j'en ai discuté avec Max Pantera, qui me disait, mais non, mais c'est une question de filmer, c'est une question d'objectif, c'est une question de qualité, de position de caméra et tout. Et donc là, je suis allé à l'école tous les jours avec lui, et je lui rends un hommage fantastique, parce que j'ai vraiment appris les objectifs, comment on chargeait une caméra, comment on faisait ceci, comment on la positionnait et tout. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois les chutes avec les câbles. Oui. Que j'ai fait interdire d'ailleurs beaucoup plus tard avec Bougrain-Dubourg. Oui, effectivement, les câbles empêchaient les chevaux de on tirait sur les câbles et le cheval tombe, quoi. Comme si oui. vous avez un fil à la patte, vous courez, on vous tire dessus et vous tombez. Alors, il y a eu un film très célèbre, c'est Octopussy, auquel vous avez participé. Oui, Octopussy, j'ai fait que l'entraînement du cheval. C'est déjà pas mal. J'y ai participé, mais le plus célèbre également, c'est Dangereusement Vôtre en français, View to a Kill en anglais. Ouais. Celui-là, on a vraiment fait un travail fantastique avec François Nadal à Chantilly, parce que tout s'est tourné à Chantilly. Oui, et il y a eu aussi beaucoup de comédiens qui vous doivent d'apprendre l'équitation. C'est le cas de Christian Clavier. Je crois que pour Napoléon, vous lui avez appris le métier pendant 5 mois. Oui, Christian avait une allergie au cheval, donc il venait avec des gants, avec des choses et tout. Donc... Hergé aussi, le créateur de Tintin, ne supportait pas les chevaux. Ça arrive. Hein, oui. J'avais une petite allergie au début de ma carrière, mais qui est vite passée, parce que je lui avais demandé, j'avais des boutons, et puis je me dis, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Donc je vais voir un docteur, il me dit, faut arrêter le cheval. J'ai dit, c'est ça, exactement. On va garder les boutons. Et donc Christian, vous avez cette allergie, vous lui avez fait travailler. Oui, il travaillait avec des gants et tout. Il a travaillé pendant facilement 6-7 mois.
pour être Napoléon, parce que contrairement à ce qu'on imagine, Napoléon était un très bon cavalier. C'était pas un cavalier esthétique, mais c'était un très bon cavalier, parce que vous ne montez pas 7 heures, 8 heures par jour, et il faisait des chasses à courre quasiment tous les 2 jours, lorsqu'il était à Fontainebleau. Donc, automatiquement, pour monter en chasse à courre, vous devez être un bon cavalier. Au moins, tenir sur le cheval d'une façon extraordinaire. L'apparence n'avait aucune importance. Et puis, il y a aussi Guillaume Canet, qui, pour vous, est le meilleur comédien cavalier, Mario Loracci. Au départ, on avait le producteur de Japlou m'avait contacté pendant très longtemps. Il a couru après son projet pendant une bonne dizaine d'années. Et le jour où il m'a dit ça y est, je peux avoir un budget, on va pouvoir monter le film. Mais je l'ai proposé à Guillaume Canet et il ne voulait pas faire le film. Et moi je dis pourquoi il veut pas faire le film, c'est génial. Guillaume est un très très bon cavalier. Je vois vraiment pas, c'est le rêve. Il va pouvoir faire les Jeux Olympiques et tout. Parce que oui, c'était l'histoire d'un avocat qui devenait champion olympique. Exactement, qui devenait Pierre Durand, tout simplement. Et c'était Pierre Durand, oui. Et effectivement, et donc je dis, écoute, moi j'ai la chance d'avoir le téléphone parce que j'avais fait 2 films avec Guillaume. Donc je lui dis, j'ai la chance d'avoir le portable de Guillaume, je vais l'appeler et je vais lui demander. Donc j'appelle Guillaume et je lui dis, écoute, on devrait se retrouver au Gucci, j'ai une table au Gucci, on pourrait se faire un dîner avec le producteur et on discute. Et là, j'ai organisé ça et donc effectivement, le producteur a pu discuter avec Guillaume. Et Guillaume, au début, voulait pas parce qu'il n'aimait pas vraiment le scénario. J'ai dit, tu réécris ce qui t'arrange, c'est pas un problème, il est scénariste. Donc... Et après, le producteur disait, et en plus, il ne voulait pas le metteur en scène que le producteur proposait. Et moi, je lui dis, tu sais, moi, je connais un gars, il y a que 2 personnes que je connais vraiment qui sont très, très forts au cinéma, qui sont capables de faire le côté technique, parce que montrer un concours hippique, montrer 5 concours hippiques dans un film sans ennuyer le spectateur, il faut être un très bon technicien. Et donc, à l'époque, je voyais que Besson ou Christian Duguay qui a fait le film. Voilà. Et alors, il faut savoir aussi qu'il y a les chevaux stars. Et l'un des grands moments de votre vie, Mario Loracci, c'est lorsque vous êtes retrouvé dans le désert de Santa Fe avec Terence Hill. Ah ouais, ça c'est un grand moment. C'est-à-dire que j'ai amené aux États-Unis 8 chevaux pour tourner pendant 53 semaines Lucky Luke avec Terence Hill. D'abord, qui était quelque chose de fantastique parce que Terence Hill, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et depuis le Guépard, d'ailleurs, puisqu'il joue dans le Guépard. Et j'avais trouvé, il avait quelque chose. Après, il a fait tous les Trinités et tout. Et je crois que c'est la personne la plus gentille pour travailler au monde. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est toujours partant, qui est très doué, très, 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 très doué, très bon cavalier. Et c'est vraiment quelqu'un d'agréable. Il a commencé le cheval à 12 ans d'ailleurs, et il s'est perfectionné. Et donc Jolly Jumper, c'est vous qui l'avez fait jouer dans ce film. Voilà, on a apporté 4 Jolly Jumpers sur place, plus 4 autres pour donner le change sur plein d'autres choses, parce qu'il n'y avait pas que Jolly Jumper de dresser. Et ça m'a fait passer presque 1 an à Santa Fe d'une façon exceptionnelle dans le cinéma complètement. Et je dois dire que, pardonnez-moi les Américains, mais si j'étais très 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 contente de faire un gros pied de nez aux Américains en apportant des chevaux français et européens pour travailler. Vous avez bien raison. Des chevaux, on va en reparler dans quelques instants avec une date future, le 20 mars 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Mario Loracci. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Mario Loracci. Une date importante, 20 mars 2020. Vous allez fêter au Palais des Sports pendant 3 jours votre jubilé. Et c'est une tournée qui s'appelle Fascination, un grand spectacle express. Ça commence à Amiens, ça ira à Toulouse, on va en reparler. Mais c'est un spectacle qui est un peu la synthèse de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est surtout un spectacle. Le cheval, ça s'appelle Fascination parce que le cheval m'a toujours fasciné depuis que j'étais enfant et me fascine toujours. Quand j'ai la chance exceptionnelle de tomber sur un cheval réceptif, agréable, qui aime travailler, vous avez l'impression d'être Dieu, mais en réalité, c'est le cheval qui est exceptionnel. Et oui. Donc, ça fonctionne tout seul. Et j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir au moins une bonne douzaine de ces qualités de chevaux incroyables. Et ça m'a transporté. C'est un nirvana de bonheur. Oui, mais dresser un cheval, ça prend du temps. Il faut de la patience, il faut du calme. Il faut 2 ans au minimum. Dresser un cheval, d'abord, je n'appellerais pas ça dresser. Je dirais plutôt éduquer un cheval à vous supporter. Et c'est un travail de tous les jours. Là, il vous apprend la patience parce qu'il n'en a rien à foutre que je m'appelle Mario Loracci, le poulain que je rencontre.
C'est à moi de le conquérir, c'est à moi de le chuchoter, de lui faire voir que la vie est belle. Parce que la vie d'un cheval de spectacle, elle est exceptionnelle. Il a le contact du public. Au bout d'un moment, il réagit à tout. Lorsqu'il a eu son apprentissage d'athlète pour pouvoir savoir faire ce qu'il sait faire et qui va éblouir le public, parce qu'en fin de compte, on régule uniquement ses propres capacités. Nous ne sommes que le chef d'orchestre. Donc, c'est lui qui donne. Oui, mais en même temps, il faut qu'il donne selon certaines façons de donner. Il faut trouver le bon numéro, il faut trouver la bonne chose. Chaque cheval est différent. Totalement comme les gens. Exactement. Tout le monde ne va pas aux Jeux Olympiques. Donc, mais il y a des gens surdoués dans plein d'autres choses. Il y a des chevaux qui voyagent en première classe, même, c'est un avantage. Toujours. Quand par exemple je suis allé aux États-Unis, mes chevaux ils ont voyagé en avion. C'est fabuleux. On a atterri à Los Angeles. Ils sont dans des box de 3. Ils sont nourris pendant tout le temps du voyage. On s'en occupe comme pas possible. Il y a des protections de tous les côtés. Ils sont reçus comme des seigneurs. On leur a fait des prises de sang pour voir si tout allait bien. Je suis dans l'avion avec eux, donc je les accompagne, je vais les voir. C'est fantastique, quoi. Alors, ce spectacle Fascination, effectivement, c'est un spectacle équestre où vous racontez les grands moments de votre carrière avec une équipe de cascadeurs et de cavaliers et de chevaux, Valerio Luacci. Absolument, pas tous les grands moments de ma carrière. Je ne refais pas les Cavaliers de l'Orage. Non. Malheureusement. D'ailleurs, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Marlène Jobert, parce que c'était hier son anniversaire. Ouais. Alors, les Cavaliers de l'Orage, vous aviez réussi une cascade fabuleuse. Depuis la berge, vous avez sauté à 3,50 m de distance, ce qui était surréaliste. Ce qui fait surtout un saut de 6,50 m, en réalité, pour le cheval, parce qu'un cheval, ça saute avec les postérieurs, pas avec les antérieurs. Donc, ça a été le film qui m'a donné ma Légion d'honneur auprès des gens de concours hippique. Parce qu'à l'époque, il y avait une petite tension entre les saltimbanques que nous étions et les gens de concours hippique qui disaient toujours qu'on faisait du cirque. Alors, ce spectacle, je reviens donc à Fascination. Vous êtes entouré de cavaliers, vous dirigez tout, et vous êtes en même temps la voix off du spectacle. C'est-à-dire que je vais présenter en partie le spectacle. J'invite le spectateur à rentrer dans les qu'on a transformés en numéros, dans l'événement qu'on a transformé en numéros, et je les invite à rentrer dedans avec une évolution en passant du départ complètement avec un cheval qui démarre, jusqu'à Cyrano de Bergerac qui est un cinéma, jusqu'à la violence d'un tournoi avec les hommes chutent, mais les chevaux ne chutent pas. Et également, après, le côté poétique extraordinaire de Clémence Fèvre, qui est ma femme d'ailleurs. Voilà, et vous êtes marié il y a 3 ans et elle participe au spectacle. Et alors, il y a aussi ce numéro que vous avez fait dans un film qui s'appelait Chevalier, qui est devenu votre image de marque, Mario Luacci. Nous allons faire un tournoi avec la plus grande violence possible pour toujours les cavaliers. En plus, pourquoi je fais un tournoi ? Parce que ça m'a valu un Oscar aux États-Unis avec Pascal Madura. Nous avons été oscarisés tous les deux pour la cascade. Et le cabré retourné, c'est votre numéro fétiche, je crois. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Le cabré, c'est-à-dire que c'est en fin de compte comme un cheval qui monte, parce qu'avant on faisait cabrer les chevaux à l'époque, oui, où on tirait encore avec de la poudre noire et des choses comme ça, pour que le cheval reçoive la balle. Donc en réalité, moi je fais cabrer un cheval et je fais comme s'il avait reçu la balle, et donc je continue le mouvement et je le renverse en arrière. C'est la chute la plus dangereuse que peut faire un cavalier. Parce que souvent, il y a beaucoup de cavaliers qui ont eu des gros accidents à cause de ça. Et en même temps, ça veut dire une condition physique excellente. Le dresseur ou celui qui est sur le cheval doit être en forme parfaite. Surtout le cheval doit être en forme parfaite. Même... Et doit surtout pas du tout... Les chevaux qui font les cascades, ils aiment ça. Un cheval qui fait la cascade, moi par exemple, j'ai eu un cheval qui s'appelait Miguel, qui a été vraiment un cheval exceptionnel. Je lui mettais la selle de cascade, il savait que ça allait être la cascade. Et alors donc, pour le décontracter et le chauffer après l'avoir trotté, je le faisais se coucher tout doucement, sans aucune violence. Et lorsqu'on partait après sur le moteur action, là, il faisait des cascades, il faisait une chute, vous dites, mais il est mort, le cheval. Et il se relevait tout à fait normalement, impeccable. Il y avait aussi Emilio, qui était un de vos chevaux favoris. Également, c'est celui qui passe à travers la verrière dans La fille de D'Artagnan et qui monte sur la table avec Sophie Marceau. C'est fabuleux. Alors, il y a des numéros, effectivement, que vous proposez dans ce spectacle Fascination, mais on oublie aujourd'hui qu'il y a d'autres spectacles qui vous doivent beaucoup. Par exemple, le Buffalo Bill, qui est à Disneyland, c'est vous qui l'avez entièrement réglé, Mario Luacci, y compris le dressage des bisons.
Surtout le dressage des bisons, c'est ce qui m'a excité le plus, je dois dire, parce que les chevaux, c'était quelque chose que je connaissais à merveille. Et là, je dois dire que Disney a mis à Disney et Jean-Luc Choplin, qui à l'époque était la personne qui avait décidé de faire ce show, appuyé par Michael Eisner. Hein, Jean-Luc Choplin m'a donné libre cours à tout ce que je voulais pour pouvoir mettre des bisons, parce que tout le monde m'a traité de cinglé. Hein. Dès que j'ai dit on va mettre des bisons avec des gars qui chassent et qui courent derrière, tout le monde m'a dit mais il était un malade mental. Et donc j'ai eu la chance de faire le tour un peu d'une partie des États-Unis dans les meilleurs élevages et au Canada également dans les meilleurs élevages pour comprendre comment fonctionnait un bison. Et à partir de là, j'ai dressé les 10 bisons à avoir l'homme comme dominant. Parce qu'en fin de compte, dans chaque animal sauvage, il y a un dominant. Il faut devenir le dominant. Et ça, pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir de la violence. Il suffit, il y a une certaine technique dans la psychologie pour y arriver, et puis ça roule. Il y a aussi effectivement tout ce qui se rapporte à Buffalo Bill. Buffalo Bill, on l'a oublié, mais c'est le premier à avoir convaincu les Indiens d'être dans son numéro, parce qu'ils avaient confiance en lui. La confiance est importante pour ça, mais pour les chevaux aussi. Tout à fait, c'est la chose même la plus importante. Un cheval qui doit passer à travers une verrière, il ne sait pas que c'est du sucre ou que c'est de la résine. Il ne sait pas. Pour lui, ça peut, que ce soit un mur en béton ou que ce soit une fenêtre, il ne fera pas la différence. Donc automatiquement, s'il y va, c'est parce qu'il vous fait une confiance totale. Et donc il en a rien à faire. Il va la traverser comme si rien n'était. Vous pouvez le trahir et mettre un béton. Ben, c'est sûr que quand il va se fracasser la tête dedans, il ne va plus jamais y retourner. Il n'est pas totalement stupide quand même. Et dans ce spectacle, Mario Lovracci, dans Fascination, vous évoquez aussi ce que vous appelez la tradition équestre. Oui, mais ça c'est plus Clémence qui va faire ça, parce que la tradition équestre, c'est en même temps une qualité d'harmonie entre l'homme et le cheval, et c'est en même temps une chose très importante, c'est l'évolution de ce que c'est faire le cheval en s'amusant. Et donc il faut de la poésie pour ça. Et Clémence est merveilleuse pour ça. Elle m'a conquis totalement par ça également, parce qu'elle a une espèce de poésie avec son cheval, et il y a une harmonie avec son cheval qui est merveilleux, et il y a une complicité vraiment à 200%, et les deux travaillent, c'est poétique, c'est fabuleux, ça vous prend à la gorge. Alors, il y a aussi des choses très importantes quand on fait du dressage, c'est ne pas marcher sur les pattes avant du cheval. Ça, c'est impossible. C'est la seule chose qui peut lui faire peur. Qu'est-ce qui vous a raconté c'est ça? vous qui l'avez raconté dans une interview un jour. Vous avez dit on peut tout faire sauf marcher sur les pattes avant d'un cheval. Ah bon, j'ai dit ça, oui. Moi, un jour? Bah, j'ai dit une connerie. Alors, vous ne dites pas des conneries, et vous, non seulement vous faites le spectacle, mais vous tournez aussi, car vous avez réalisé des films, des courts-métrages, et même un clip pour cette chanteuse. Alors, permettez-moi d'être surpris, Mario Lovracci. C'est-à-dire que quand on dresse des chevaux, qu'on fait ce spectacle, qu'en même temps on travaille avec Mylène Farmer, ça n'a rien à voir. Mais c'est Boutonnat qui a réalisé. Hein. Oui. Moi, j'étais à la deuxième équipe simplement. Et d'ailleurs, depuis ce film, enfin depuis ce clip, j'ai gardé cette amitié extraordinaire avec Mylène, et on est resté amis jusqu'au bout. Et Laurent Boutonnat, sur tous ses films, je règle ses cascades et je fais ses deuxième équipe. Et alors, il y a aussi une chose dans ce spectacle, et je pense que Mylène Farmer ne contredira pas, c'est l'importance des costumes. Je crois que tous les costumes qu'on va voir dans Fascination sont vos costumes, car vous avez une collection impressionnante. Bah, surtout, j'ai une collection impressionnante de selles, puisque je peux équiper 500 chevaux à peu près. Oui. Donc, un peu dans tout, que ça soit 150 dans le Moyen-Âge, que ça soit 250 en Napoléon, et des choses comme ça. Mais ça, c'est parce qu'à chaque fois que je fais un film, j'ai démarré avec, dans cette histoire comme ça, avec un grand monsieur qui s'appelait Mouchkine, qui était un grand monsieur du cinéma. Et j'ai fait un film avec lui, je ne sais pas si c'est lui qui le produisait ou pas, mais enfin, c'est lui que j'avais rencontré, sur un de mes premiers mousquetaires que j'ai fait. Et il me dit... fournis-moi les chevaux et les harnachements. J'ai dit, mais les harnachements, les chevaux autant que vous voulez, je peux en avoir, mais les harnachements, je ne les ai pas. Et alors, il me dit, mais comment on peut les avoir? On peut les fabriquer ou quoi? J'ai dit, on peut les avoir. Les selles à piquer, comme on a, normalement, elles sont encore de tradition au Portugal, mais ici, en France, on n'en trouve pas du tout. Et... donc Mouchkine me dit, bah, ok, bah, achète-les. J'ai dit, mais j'ai pas les moyens d'acheter. Donc il me fait combien ça coûte? J'ai dit, bah, 60 000 francs à peu près, parce qu'à l'époque c'est quand même beaucoup d'argent. C'est comme si on disait aujourd'hui 50 000 euros, quoi. Hein. Et il me dit, va voir mon comptable, il va te faire un chèque, et puis comme ça tu pourras acheter les selles. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Oui, et surtout la chose la plus belle, c'est qu'à la fin,
quand j'ai voulu lui payer les selles, à la fin du film, il m'a dit pourquoi tu veux me payer les selles? C'était une première location. C'est comme ça que ça a commencé. Et alors, il y a aussi Excalibur à Las Vegas. Vous aviez 30 chevaux. Oui, que j'ai dressé sur place. C'est incroyable. Vous avez été à Las Vegas aussi, Mario Oui, Loracci? on a été allé à Las Vegas. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que j'ai fait un spectacle western en Europe et que j'ai fait un spectacle médiéval à Las Vegas. Donc c'est complètement à l'envers les choses. Mais c'était très drôle ça. Et c'est avec un monsieur qui s'appelait Peter Jackson qui m'a contacté et que nous avons, par l'intermédiaire de l'ensemblier dont malheureusement j'ai oublié le nom, avec qui j'avais fait Napoléon et Joséphine. Voilà. Et votre refuge aujourd'hui, Mario Loracki, c'est la forêt d'Ermenonville, où vous avez vos chevaux, vos selles, et où vous travaillez. Ma femme aussi. Oui, ma femme aussi. Vous Les travaillez. cascadeurs Voilà. aussi, on travaille. Et vous travaillez dans un endroit cher à Jean Richard, qui avait un cirque à Ermenonville. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que la passion du cirque de Jean Richard, elle est née lorsqu'il était enfant. Il allait en vacances à Saint-Mexan, et il y avait un cimetière où il y avait le buste d'un dompteur qui s'appelait Charles Pace Hardy. Il était en admiration devant la statue du dompteur moustachu. C'est comme ça qu'il a eu envie de faire du cirque. Mais c'était un homme exceptionnel. Hein. Là, j'ai la chance d'avoir pu racheter sa maison. L'endroit où il y avait son zoo complet, j'ai construit une belle maison en bois, fantastique. J'ai d'ailleurs toute une partie de cette maison qui est dédiée à Jean Richard et à Bouglione, parce que ça a été deux grands personnages que j'ai connus dans ma vie et qui sont incroyables. Et des grandes familles de cirque comme ça, moi j'ai eu une chance parce que j'étais pas du tout dans ce système cirque du tout. Je suis rentré, j'ai été accueilli, accepté, que ce soit par la grande famille des Bouglione et que ce soit par les Grusses. Donc ça a vraiment été pour moi une richesse extraordinaire pour aller de l'avant. Et la richesse de ce spectacle, Fascination, elle est immense. Celles et ceux qui le découvriront ne manqueront pas de le remarquer. Donc Fascination, grand spectacle équestre, ça commence le 19 janvier à Amiens. Le 25 et le 26 janvier, c'est à Toulouse. Celles et ceux qui nous écoutent à Toulouse ne manqueront pas d'y aller. Et à partir du 20 mars, ce sera au Palais des Sports avec vos dompteurs et vos 50 ans de carrière. Merci Mario Loracci d'avoir vécu cette passion, de continuer à la vivre. Et merci de nous avoir raconté tout ça dans les Clés d'une vie. Merci à vous. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve demain pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée. Merci, à demain.